Je n'étais pas une reine, ni une noble, ni une érudite. J'étais une femme du peuple, une Nigérienne parmi tant d'autres, vivant dans les villages de Ligboland sous le joug colonial britannique. Mon nom est Noigniroa, et pourtant peu d'entre vous l'ont entendu. Mais en 1929, ma voix a fait trembler un empire. J'ai déclenché, sans le prévoir, une révolte de femmes qui allait entrer dans l'histoire, la Women's War. Ce n'était pas une guerre d'armes ni de canons, c'était une guerre de voix, de chants, de corps dressés face à l'injustice. Tout a commencé un matin lorsqu'un agent colonial, assisté d'un chef indigène, est venu frapper à ma porte. Il voulait m'inscrire pour un nouvel impôt. Jusqu'alors, seuls les hommes étaient taxés. Mais ce jour-là, ils voulaient étendre cette charge aux femmes. Pour eux, ce n'était qu'une formalité. Pour moi, c'était une humiliation de trop. Je savais ce que cela signifiait, un pas de plus dans la dépossession, une nouvelle chaîne qui viendrait nous réduire au silence et à la pauvreté. Alors j'ai refusé. Ma voix s'est élevée. Pourquoi les femmes devraient-elles être taxées ? Nous cultivons, nous portons, nous nourrissons déjà vos familles. N'avons-nous pas assez donné ? Ce refus a fait l'effet d'une étincelle dans une poudrière. Les voisines ont entendu, puis les villages alentours. Et bientôt, des milliers de femmes se sont rassemblées, solidaires, prêtes à crier ce que moi, j'avais osé dire à haute voix. Car nous savions toutes que cet impôt n'était pas qu'une question d'argent. C'était une question de dignité, de survie, de liberté. Si nous acceptions cette injustice, quelle serait la prochaine ? Allait-il taxer notre souffle, nos enfants, nos champs ? J'ai senti la colère monter, non pas en moi seule, mais en chacune de nous. Et j'ai compris que ce n'était plus mon combat, mais le nôtre. Nous étions femmes et l'administration coloniale nous croyait faibles. Mais notre force, c'était notre nombre, notre unité, notre détermination. Nous n'avions pas d'armes, mais nous avions nos voix. Et dans nos voix, il y avait des siècles d'oppression et de silence accumulés. En 1929, tout cela a éclaté. Et moi, simple villageoise, je suis devenue, malgré moi, le déclencheur d'une insurrection qui allait marquer l'histoire. Quand j'ai crié ce refus, je ne savais pas encore que des milliers de voix viendraient s'unir à la mienne. Dans notre culture Igbo, les femmes avaient une arme ancienne, une tradition que les Britanniques ne comprenaient pas. La protestation collective, les chants et les danses utilisés pour dénoncer l'injustice. Ce que certains prenaient pour du folklore était en réalité une forme d'organisation politique. Nous savions que si l'une d'entre nous était menacée, toutes viendraient la soutenir. Et c'est ce qui s'est passé. Mon cri s'est transformé en appel, et en quelques jours, les villages résonnaient de chants de colère. Elles arrivaient par centaines, puis par milliers, femmes de tous âges, portant leurs enfants sur le dos, frappant le sol de leurs pieds nus, scandant nos droits. Nous occupions les places, encerclons les bâtiments administratifs, harcelions les chefs qui collaboraient avec les colons. Nos armes, c'étaient nos voix et notre présence massive. Nous faisions du bruit, jour et nuit, pour empêcher les hommes au pouvoir de dormir, pour leur rappeler qu'ils ne pourraient pas ignorer notre révolte. Les Britanniques nous regardaient comme si nous étions folles. Ils ne comprenaient pas que dans nos chants, dans nos rires, dans nos danses, il y avait une force plus grande que leurs fusils. Pourtant, la peur n'était pas absente. Nous savions qu'en défiant l'administration coloniale, nous risquions la prison, les coups, peut-être la mort. Mais aucune d'entre nous n'a reculé. Car ce n'était pas seulement l'histoire d'un impôt. C'était l'histoire de femmes fatiguées de porter le poids des champs, des marchés, des familles, et de se voir encore pressées par un pouvoir qui ne respectait ni nos traditions, ni nos existences. Chaque pas que nous faisions était un acte de défiance. Chaque chanson, une gifle à l'autorité coloniale. Je revois encore le jour où nous avons encerclé le bureau d'un chef allié des colons. Des centaines de femmes, assises en cercle, chantant sans s'arrêter, refusant de partir. Nous n'avions pas besoin d'armes, nous avions la patience et la détermination. Ce siège dura des heures. Le chef finit par céder, non par conviction, mais parce qu'il avait compris que nous ne nous tairions pas. C'était cela notre stratégie, l'endurance, la solidarité, l'impossibilité d'être réduite au silence. Et plus les jours passaient, plus notre mouvement grandissait. En décembre 1929, nous étions des dizaines de milliers. Une armée de femmes sans épée, mais avec une cause. Une armée que rien ne pouvait arrêter, pas même l'Empire britannique.
Je n'oublierai jamais ces journées où nos chants recouvraient les rues comme un tonnerre. Les hommes du pouvoir étaient déconcertés. Comment contrôler une foule de femmes qui ne portaient pas d'armes, mais qui occupaient l'espace avec une telle force qu'aucun soldat ne pouvait les disperser sans violence? Nous étions partout, sur les marchés, devant les tribunaux, devant les maisons des chefs corrompus. Nous chantions leurs noms, nous dénoncions leurs abus, nous les poursuivions jusque dans leurs cours. Ils avaient cru que nous étions dociles, ils découvraient que nous étions redoutables. Le 6 décembre 1929, à Holoko, la tension éclata. Les autorités coloniales, paniquées, envoyèrent la police et l'armée pour réprimer ce qu'ils appelaient une émeute. Mais ce n'était pas une émeute, c'était une révolution des femmes. Nous étions venus en masse, des milliers, pour dire non à l'impôt, non aux abus, non à l'humiliation. Les soldats, incapables de nous réduire au silence, ouvrirent le feu. Ce fut un massacre. Des dizaines de femmes tombèrent ce jour-là, et d'autres encore dans les semaines suivantes. Leur sang s'est mêlé à la terre, et chaque goutte était une accusation lancée contre l'Empire britannique. Je me souviens du silence qui suivit ces coups de feu. Nous étions figés, mais seulement pour un instant. Puis nos cris redoublèrent plus fort que jamais. Car leur violence ne nous a pas brisés, elle nous a unis encore davantage. Nous avons enterré nos mortes, mais dans nos larmes, il y avait de la rage. Une rage que ni leurs balles, ni leur prison ne pouvaient éteindre. Ils avaient cru nous intimider, mais ils avaient seulement prouvé leur injustice aux yeux de tous. La Women's War, comme on l'appellera plus tard, dura 2 mois. 2 mois de chants, de marches, de sièges, de confrontations. Nous étions environ 25 000 femmes mobilisées dans tout le sud-est du Nigeria. Jamais dans l'histoire coloniale, on n'avait vu une telle insurrection menée uniquement par des femmes. Nous étions les voix de nos villages, les gardiennes de nos foyers, et nous étions devenus le cauchemar des autorités coloniales. Ils pouvaient nous mépriser en public, mais en privé, ils savaient qu'ils avaient été ébranlés. Ce que j'avais commencé par un simple refus devant ma maison était devenu un incendie. Et cet incendie ne pouvait plus être éteint, car il ne s'agissait plus seulement d'un impôt, mais d'un message clair. Nous, les femmes, nous existons et nous ne nous tairions plus. Quand les Britanniques comprirent l'ampleur de ce que nous avions déclenché, ils essayèrent de minimiser notre combat. Dans leur rapport, ils parlaient de désordre, de troubles de femmes, comme si nous n'étions qu'une foule hystérique. Mais derrière ces mots, il y avait la peur, car jamais ils n'avaient vu des femmes s'organiser ainsi, mener une révolte avec autant de détermination. Nous n'étions pas des émeutières, nous étions des stratèges. Nous utilisions nos traditions de protestation pour renverser leur pouvoir. Nous frappions là où ça faisait mal, leur autorité, leur légitimité, leur image. La Women's War ne se limita pas à un seul village, elle se propagea dans toute la région. À Aba, à Owerri, à Calabar, partout où les agents coloniaux tentaient d'imposer leurs taxes, nous étions là. Des cortèges de femmes se levaient comme une marée, encerclant les bureaux, forçant les chefs locaux à se rétracter. Nous savions que nous ne pouvions pas vaincre leur armée par la force, mais nous pouvions les épuiser, les déstabiliser, les ridiculiser. Nos chants, nos danses, nos tambours devenaient une arme psychologique que même leurs fusils ne pouvaient réduire au silence. Je revois encore ces nuits passées dehors, à chanter sans arrêt pour empêcher les chefs de dormir. Nous les entourions, nous faisions résonner nos voix jusqu'à l'aube. Ce n'était pas seulement une protestation, c'était un siège. Un siège mené sans muraille ni épée, mais avec la persistance inébranlable d'un peuple de femmes en colère. Et quand ils tentaient de nous disperser, nous revenions le lendemain, plus nombreux encore. Car chaque femme tombée, chaque sœur arrêtée devenait un appel à la révolte pour des dizaines d'autres. Les autorités coloniales finirent par céder. Elles abandonnèrent le projet d'imposer l'impôt aux femmes. Mais à quel prix? Des vies avaient été perdues, des familles brisées, des plaies ouvertes. Pourtant, dans nos cœurs, il y avait aussi une victoire. Pour la première fois, l'Empire britannique avait dû reculer devant des femmes africaines. Pour la première fois, notre voix avait plié leur pouvoir. Et cette victoire, nous l'avons gravée dans nos mémoires, car elle montrait que même sans armes, même sans richesse, nous pouvions nous dresser et dire non.
Moi, Noignier-Roi, je n'avais pas cherché la gloire, mais ce jour-là, j'étais devenu le visage d'une insurrection. Une insurrection née de la dignité et portée par des milliers de femmes que personne ne pourrait plus jamais ignorer. Beaucoup disent que je n'étais qu'une simple villageoise, et c'est vrai. Mais ce que j'ai appris de cette lutte, c'est que la simplicité est une force quand elle se transforme en ombre. Nous n'avions pas de chefs, pas de généraux, pas de soldats professionnels. Nous n'étions pas guidés par une idéologie étrangère ou par une armée secrète. Nous étions des femmes de la terre, des mères, des commerçantes, des cultivatrices. Et c'est précisément cela qui faisait notre puissance. Nous étions la base de la société, celle sans qui rien ne pouvait fonctionner. Quand nous nous arrêtions, quand nous occupions les places, tout s'immobilisait. Les Britanniques pensaient gouverner en imposant des taxes, en nommant des chefs, en contrôlant les marchés. Mais ils avaient oublié une vérité. C'était nous qui faisions vivre ces marchés, nous qui nourrissions les familles, nous qui faisions circuler les récoltes. En s'attaquant à nous, ils s'attaquaient au cœur même de l'économie locale. Et notre refus a montré qu'un empire pouvait être mis à genoux, non par des armées, mais par des femmes en colère. Cela, ils ne l'avaient pas prévu. Cela, ils ne l'avaient jamais imaginé. Je me rappelle les regards des hommes de nos villages. Certains étaient incrédules, d'autres effrayés. Beaucoup pensaient que notre révolte serait écrasée en quelques heures. Mais quand ils ont vu que nous résistions, que nous revenions chaque jour plus nombreuses, certains ont compris que nous n'étions pas seulement des épouses ou des mères, mais des forces de l'histoire. J'ai vu dans leurs yeux une fierté nouvelle. Peut-être pour la première fois, ils voyaient ce que nous valions vraiment. Cette guerre des femmes n'a pas seulement arrêté un impôt, elle a ouvert une brèche dans l'imaginaire. Elle a montré que nous pouvions nous organiser, que nous pouvions nous défendre, que nous pouvions être actrices de notre destin. Les colons l'ont appelé Women's War pour en faire une curiosité exotique. Mais pour nous, c'était une renaissance, une réappropriation de notre dignité, un rappel que la soumission n'est jamais une fatalité et que le courage peut prendre la forme d'une chanson répétée 1000 fois, d'un tambour frappé jusqu'à l'aube, d'un refus prononcé d'une voix ferme. Je n'avais pas cherché à être un symbole, mais après 1929, je savais que mon nom circulait dans les villages, associé à cette révolte. Et si ce nom pouvait donner du courage à une autre femme, quelque part, alors tout ce que nous avions enduré n'avait pas été vain. Je suis Noignier-Roi. Mon nom n'apparaît pas dans les grands manuels d'histoire, mais il circule encore dans les chants de mon peuple. Je n'étais pas une reine, ni une héroïne de légende. J'étais une femme ordinaire qui, un jour de 1929, a dit non. Ce non a réveillé des milliers d'autres voix. Et ensemble, nous avons formé une armée sans épée, mais avec une puissance que même l'Empire britannique n'a pu ignorer. Nous avons perdu des sœurs, nous avons versé des larmes, mais nous avons aussi gagné une victoire qui résonne encore, celle de prouver que l'injustice ne triomphe jamais quand on ose la défier. La Women's War a marqué une rupture. Elle a montré que les femmes, souvent reléguées aux marges, pouvaient devenir le cœur d'une révolte. Elle a enseigné que le courage ne dépend pas des armes, mais de la volonté. Elle a prouvé que même un empire, avec ses soldats, ses lois et ses prisons, pouvait reculer devant des voix unies. Cette guerre n'a pas changé immédiatement notre condition, mais elle a planté une graine de résistance qui germerait plus tard dans d'autres luttes, dans d'autres combats pour l'indépendance et la dignité. Moi, Noignier-Roi, je n'ai pas cherché la gloire, mais je savais qu'en refusant de me soumettre, je parlais au nom de toutes celles qu'on voulait réduire au silence. J'ai vu la peur dans les yeux des colons, j'ai vu la fierté dans les yeux de mes sœurs, et j'ai compris que même si nos noms s'effaçaient des livres, nos actes resteraient gravés dans la mémoire du peuple. Car l'histoire n'appartient pas seulement à ceux qui écrivent, elle appartient aussi à ceux qui se lèvent, qui protestent, qui refusent de plier. Aujourd'hui, on pourrait croire que ma voix s'est éteinte, mais elle vit encore dans chaque femme qui ose dire non, dans chaque foule qui se lève contre l'injustice, dans chaque peuple qui refuse l'oppression. Je suis Noignier-Roi, et ma révolte n'était pas seulement la mienne, elle était celle de toutes les femmes de mon pays. Et tant qu'on racontera cette histoire, tant que vous prononcerez mon nom, je serai encore là, vivante dans chaque résistance.